Annie Boyer-Labrouche, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Corps et âme, les hommes et la médecine au XVIIIe siècle. Alors pouvez-vous tout d'abord vous présenter, ensuite nous présenter l'ouvrage? Oui, bien sûr. Alors, je suis le docteur Annie Boyer-Labrouche, qui suis actuellement psychiatre et psychothérapeute à Toulouse. Mais j'ai plusieurs intérêts. La médecine, la pharmacie et tout ce qui concerne les sciences médicales. L'art, je suis aussi art thérapeute et j'écris en particulier. Et ensuite, l'histoire, et en particulier l'histoire de la médecine. Alors j'ai fait une licence d'histoire de l'art et j'ai une maîtrise d'histoire dont les sujets portaient déjà sur les thèmes que l'on va trouver dans ces livres, c'est-à-dire l'histoire des hôpitaux et l'histoire de la population malade et comment est organisé le système de santé, en particulier au XVIIIe siècle, puisque j'ai fait des recherches d'histoire qu'on appelle démographiques et j'ai donc travaillé sur les archives, ce qui m'a donné énormément d'éléments sur la vie quotidienne, sur le type de malade et sur la façon dont ils étaient soignés. Voilà. Et alors plus précisément, quel est Oui. le contenu de cet ouvrage? Alors, en fait, il y a plusieurs portes d'entrée. La première et la principale, en fait, c'est l'organisation de la santé au XVIIIe siècle, avec deux visions. Il y a la vision médicale, donc c'est la question du soin, et il y a la vision de l'assistance, que l'on peut appeler donc un peu la charité. Et c'est ce tout qui fait en fait la médecine de cette époque-là. Ensuite, l'autre porte d'entrée, c'est les catégories de malades, et ça sera à l'origine un petit peu des spécialités aujourd'hui, puisqu'on va trouver dans les hôpitaux des personnes malades, des incurables, et des malades de pathologies assez définies, comme les maladies vénériennes et d'autres types, et les fous aussi. On en parlera un tout petit peu plus tard, c'est-à-dire la maladie mentale. La troisième porte d'entrée, donc, c'est la vie quotidienne. Je décris cette vie autour des patients, mais aussi des soignants, et souvent très pittoresque. Et ensuite, il y a une dimension aussi chronologique et vraiment historique, puisqu'il va y avoir la Révolution avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et là, il va y avoir un changement absolument radical, puisqu'on va passer d'une médecine qui était, entre guillemets, très prégnante, où le christianisme était très prégnant, et l'assistance aussi, à quelque chose de laïque. Et ce sont les bases, en fait, de la médecine d'aujourd'hui. Alors pour revenir simplement sur ce que vous nous disiez, pouvez-vous nous décrire un peu plus la vie quotidienne dans l'hôpital au XVIIIe siècle? Voilà. Alors la vie quotidienne, en fait, elle est elle est à la fois très rigide, c'est-à-dire que la journée, par exemple, du malade est rythmée par les prières. Et ensuite, tout est vraiment très programmé, y compris la nourriture, les soins donnés. Et tout ce petit peuple vit ensemble et dans les registres, on voit énormément d'anecdotes qui sont très amusantes. Par exemple, les garçons chirurgiens qui vont voler les cadavres, qui font des bêtises. Voilà. Donc, moi, j'ai voulu l'écrire de façon assez pittoresque et c'est un peu comme un roman. Mais on a énormément de détails sur la vie à cette époque et aussi sur les thérapeutiques, puisqu'il y avait déjà énormément de traitements, en particulier par les plantes, et tout est décrit minutieusement. Et là, c'est aussi la base de la médecine, de la thérapeutique moderne. C'est ça qui est très intéressant. Pouvez-vous maintenant nous préciser le rôle de l'hôpital général? Alors ça, c'est un autre sujet qui est très important dans mon livre, parce que, si vous voulez, il y avait l'ordre monarchique avait établi deux types d'hôpitaux, et ça avait été créé par décret. Donc les hôpitaux de soins, qu'on appelle les hôtels-lieux, et les hôpitaux généraux, qui sont en fait des lieux d'enfermement. Et donc dans chaque dans les différentes parties du royaume, il y avait des hôpitaux généraux qui étaient destinés à plusieurs types de populations. Alors on a d'un côté, si vous voulez, tout ce qui est le côté assistance, mendiants, etc., puisqu'on voulait réduire la mendicité et l'oisiveté qui était considérée comme très néfaste. Donc on avait l'enfermement des mendiants.
Et on avait aussi l'enfermement de plusieurs catégories de personnes, avec beaucoup d'arbitraire bien sûr, les gens mis sous lettre de cachet, des enfants aussi qui étaient punis, et surtout on avait les malades mentaux, et c'est ce qui nous intéresse particulièrement, puisque les malades mentaux faisaient partie de cette population tout venant, bien qu'ils aient quand même été considérés comme particuliers, et qu'on a commencé à mettre en place des soins qui étaient adaptés à leur pathologie. C'est à cette époque que certains maîtres à penser ont commencé à réfléchir à ce qu'est la maladie mentale, et on a commencé à faire aussi des diagnostics, et c'est la base de la psychiatrie d'aujourd'hui. Et alors, que peut-on justement tirer aujourd'hui d'une telle étude historique? Alors, pour moi, l'histoire a un pouvoir, doit nous donner une réflexion, à la fois au niveau social, et en particulier dans le domaine donc, que j'étudie, par rapport à ce qu'est le soin aujourd'hui, et même l'assistance. Et donc la médecine d'aujourd'hui est issue de cette médecine-là, il ne faut pas l'oublier, et aujourd'hui aussi se posent à peu près les mêmes questions qu'on va poser d'une autre façon, mais on en est toujours quasiment, enfin, dans certains domaines, quasiment au même point, même s'il y a eu des avancées énormes au niveau bien sûr, des thérapeutiques. Hein. Mais se pose encore la question de la vaccination, qui a été découverte au XVIIIe et là qui est remise en cause. Se pose la question de l'assistance gratuite, en particulier aux migrants. Ensuite se pose la question du vieillissement de la population. Se pose la question des procréations médicalement assistées. À l'époque, on avait les abandons d'enfants. Donc on a tous ces thèmes qui sont tout le temps en travail. Et une étude comme la mienne peut être vraiment une base de réflexion.